Épisode 140, leçon de la Norvège, devenir un expert en coaching, développement, formation et environnement des entraîneurs. Bonjour tout le monde et bienvenue à Temps d'arrêt avec Coach Frank. Je suis votre animateur François Rodrigue et mon intention avec ce balado est de déconstruire l'art et la science du sport. Parce que, en tant que docteur en coaching, j'ai la chance de travailler avec des entraîneurs d'élite de différents niveaux, puis d'analyser la science aussi à chaque semaine. Donc, le podcast, pour moi, c'est ma façon de vous amener au cœur de mon travail pour décomposer la stratégie de certains entraîneurs ou de décomposer les conclusions des dernières études scientifiques, soit par moi-même ou en ayant des invités de marque. Aujourd'hui, on parle de mon voyage d'affaires en Norvège durant l'été 2025 et des réflexions qui sont ressorties de la Cluster for Research into Coaching Conference 2025, donc la conférence du CRIC en 2025 qui avait lieu à Oslo, en Norvège. Et donc, pour les différents sujets, on va parler des leçons clés de mon voyage en Norvège, que ce soit de parler avec des collègues qui étaient à la conférence ou bien même avec des collègues qui n'étaient pas à la conférence, mais qui travaillent dans le sport de haut niveau en Norvège. De aussi peut-être faire un retour sur les tendances internationales en coaching, qui va faire un lien inévitable avec le développement et l'accompagnement des entraîneurs. On va ensuite terminer avec un nouveau segment où est-ce qu'on va toucher à de nouvelles approches, soit pédagogiques, technologiques, puis on va voir si le segment revient, puis comment on va l'appeler un jour. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, eh bien, je t'invite à t'abonner au balado ou à l'infolettre via le site web. À tous les auditeurs et auditrices fidèles, je vous invite à me suivre sur les médias sociaux, @CoachFrankPhD. Avant de débuter, je précise que ce podcast est indépendant de mon rôle de professeur en kinésiologie à l'Université du Québec en Outaouais, comme je prends les conflits d'intérêts très au sérieux. Je vous invite à consulter la page concernant mes engagements professionnels sur mon site web, lecoachfrankphd.com, pour en savoir plus. Autrement, tout le monde, je vous souhaite un bon podcast et je dis bienvenue à Vincent. Vincent, bienvenue. Merci, Frank. Merci à toi d'être là. Avant qu'on lance le bal puis qu'on tombe dans le vif du sujet, pour la première fois, seulement pour la première fois, on va le faire. J'aimerais ça peut-être expliquer aux gens un peu ton rôle là, dans le podcast d'aujourd'hui. Oui, ben, je suis beaucoup impliqué dans la production du podcast, mais c'est pas juste ça mon rôle. Mon rôle, c'est vraiment de donner une voix aux coachs puis aux personnes qui écoutent les épisodes en te posant des questions sur différentes pratiques, différents enjeux dans le monde du sport, la science du coaching, pour les aider autant professionnellement que personnellement. Excellent. Puis oui, effectivement, moi, je trouve ça super intéressant. Puis l'idée, c'était de rendre ça un peu plus dynamique. Donc, on est en deux parce que je voulais faire un retour en arrière là, dans les retours aux premiers épisodes un peu du balado où est-ce que je décomposais la science. Je parlais un petit peu de mes réflexions. Puis, j'ai comme, tu sais, c'est un petit peu, ouais, ça pourrait être monotone ou c'est plus dynamique, en fait, si on a une personne qui est là pour poser des questions. Mais aussi, je pense que ça te permet de donner une voix à l'auditoire. Puis ça, moi, c'est la clé là-dedans. Donc, s'il y a des gens qui ont des questions, qui veulent qu'on parle de quelque chose, on ne répondra pas dans les commentaires. On répond à ça. Mettez-les dans les commentaires sur les vidéos. Mettez-les dans les commentaires sur YouTube. Envoyez-nous un courriel à Vincent. Donc, info@coachfrankphd.com. Et puis, on va les ramener dans l'épisode à un moment opportun. Donc, je pensais que c'était vraiment la valeur là, d'avoir Vincent avec nous. Donc, ça va être animé par moi, mais Vincent va nous aider à garder le fil conducteur pour aider le monde qui sont sur le terrain. Ouais, ben, dans le fond, je suis vraiment content d'être ici, là. Super content d'être ici. De un, ça me permet d'aider la communauté francophone, mais aussi, de mon côté, j'apprends à chaque fois que j'écoute les épisodes. Donc, c'est un privilège de pouvoir co-animer avec toi. Mais là, juste avant qu'on embarque là, dans les questions un petit peu plus spécifiques, tu m'as dit que tu as recommencé le karaté? Oui, tout à fait. Donc, ouais, ouais, ouais. J'ai recommencé le karaté il y a quelques semaines avec ma plus vieille fille et puis moi, c'est comme un retour en arrière. Puis je trouve ça le fun de recommencer un sport organisé que j'ai déjà fait dans le passé parce que là, tu as une perspective complètement différente. Pour mettre les gens en contexte, j'ai fait du karaté jusqu'à l'âge de 13 ou 14 ans. J'ai obtenu ma ceinture noire en karaté à l'époque et puis j'aime beaucoup la discipline, la spiritualité, qui vient avec les arts martiaux. Mais ce qui peut peut-être être plus intéressant pour les gens qui écoutent, hem, c'était quand même particulier parce que je suis un des seuls parents, tu sais, qui est là dans le cours avec une gang d'enfants de 6 ans, mais ça, c'est une autre histoire. Mais c'est toujours important, je pense, de garder la perspective d'athlète, parce que savoir c'est quoi se faire coacher. Puis il y a quelque chose qui m'a frappé dans le dernier cours justement,
le sensei, là, qui est un jeune garçon de 18 à 22 ans probablement. Là, je veux préfacer ce que je vais dire par il a une super attitude, il a une super approche, il est vraiment diplomate, il trouve le bon équilibre entre être autoritaire avec des enfants de 6 ans, mais comprendre que tu peux pas demander des enfants de 6 ans de marcher au pas militaire, tu sais. Mais c'est fascinant à quel point, des fois, on peut être un athlète, puis on écoute le coach, puis on se fait souvent dire qu'est-ce qu'il faut pas faire. Puis avec des enfants, des fois, ils ont de la difficulté à saisir, justement, comme qu'est-ce qu'il faut pas faire. Puis je pense que ça, moi, ça me rappelle l'importance du langage. Donc, ils disent, OK, on ne veut pas commencer à danser. Mais qu'est-ce que tu penses que les enfants font par la suite? Ils se mettent à danser, puis à pousser leurs hanches de gauche à droite. Après ça, OK, il ne faut pas avoir les jambes en dessous de nous. Puis après ça, qu'est-ce que tu penses que les enfants mettent leurs jambes en dessous de nous? Puis moi, l'élément que j'ai trouvé important, c'est que, j'aime revenir aux sources du karaté, donc la spiritualité et la discipline qui vient avec ça. Le respect aussi également de son adversaire, la personne qui travaille, en plus de passer du temps avec ma fille aînée. Mais ça me replonge dans l'importance du langage en tant qu'entraîneur. C'est un de nos outils les plus importants, ou en fait, plus importants qu'on utilise le plus. Puis tu sais, là, oui, j'ai donné un exemple avec des enfants de 6 ans, mais ça, là, si tu coaches une équipe puis que tu as des athlètes pros, autant au football qu'au hockey, qui ont 18, potentiellement jusqu'à 43 ans, là, cet exemple-là fonctionne également. C'est-à-dire de ne pas dire qu'est-ce que tu ne veux pas voir aller. Fait que moi, le message que, je suis vraiment content, numéro un, mais deux, je pense que cette expérience-là m'a ramené à l'importance de dire ce que tu veux plutôt que de dire ce que tu veux pas. Ça semble simple. Puis souvent, on en parle dans les premiers cours de coaching, dans les premières formations, du moins au Canada. Pour ceux qui sont dans le reste du monde, ben là, je n'ai pas le référent nécessairement, mais c'est tellement important de dire ce qu'on veut plutôt que ce qu'on ne veut pas. Puis ça, donc, si on veut que le point soit tourné à l'horizontale, ben on dit point tourné à l'horizontale. On dit mais pas le point à la verticale. De garder ces exemples-là, comme je pense que c'est clé. Ouais, non, absolument. Puis, non, c'est vraiment intéressant que tu as recommencé le karaté. Je suis content pour toi, Frank. Fait que moi, je veux juste savoir, c'est quoi qu'on peut s'attendre du podcast pour la nouvelle saison? Pour la nouvelle saison, ben, je pense qu'on va revenir à nos sources et puis on va vraiment s'investir dans la vision à long terme que j'ai depuis des années, là, qui date de 2015-2016, la première fois que j'avais écrit sur papier, là, et c'est l'idée de Better Sport. Donc, Better Sport, en français, je traduis comme faire du sport un monde meilleur. C'est pas vraiment une traduction qui sonne aussi bien à mes yeux, mais l'idée, c'est de développer le sport au sens large avec tant d'arrêt. Oui, bien entendu, on va avoir un penchant vers le coaching, un penchant pour aider les entraîneurs. Mais si tu es un coach puis tu es un leader sportif, ben, ça peut être un dirigeant, ça peut être un directeur technique, ça peut être un entraîneur, ça devrait être concerné. Mais on va viser à développer le sport, puis profiter de toute l'indépendance qu'on a, parce qu'on ne fait pas partie d'une grosse boîte, on ne fait pas partie d'une firme de consultation, on ne fait pas partie d'une grosse institution, mais comme profiter de cette indépendance-là pour mieux servir l'auditoire, puis aller défier le statu quo, un peu comme on l'a fait dans l'épisode 139. Puis moi, je trouvais ça important de parler justement à Maxime puis à Francis, parce que ça nous permet d'explorer des pistes qui sont vraiment intéressantes. Donc, avant d'enchaîner dans le prochain sujet, qui est la conférence, on va prendre un petit moment pour écouter un mot de nos commanditaires. J'aimerais prendre une petite pause pour reconnaître notre partenaire titre, Mador Amel. C'est un cabinet d'assurance avec permis d'investissement chez Investia Services Financiers. Ma famille leur fait confiance depuis 2011 pour notre planification financière et cette relation nous a permis de concrétiser plusieurs projets importants, dont l'achat de notre maison idéale en 2019 et le financement d'un projet paysager majeur en 2022. Leur plus grande force, c'est le conseil humain avec les ressources d'une institution des ligues majeures. Pour prendre votre premier rendez-vous gratuitement, visitez madoramel.com et mentionnez Coach Frank. L'épisode d'aujourd'hui est aussi soutenu par FEO.ca, spécialiste en équipement de fitness depuis près de 30 ans. Quand j'étais copropriétaire d'un centre d'entraînement, on avait besoin d'équipements durables et de qualité, et c'est ce qu'on trouvait chez Fitness l'entrepôt de l'Outaouais. Que ce soit pour la musculation, le cardio ou l'équipement spécialisé, FEO.ca descend des milliers de particuliers, 25 écoles et universités, plus de 30 hôpitaux et des dizaines d'organisations qui ont des besoins en équipement. Visitez FEO.ca et utilisez le code promo COACH pour profiter de 10 % de rabais sur presque tous leurs équipements. Les produits en liquidation sont exclus de cette promotion. Re-bienvenue tout le monde. Et là, on rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire mon voyage en Norvège à l'été 2025. Et puis, bon, on pensait, tu sais, comme
L'idée de base, c'est de partager les grandes conclusions de ce que j'ai vécu durant cet été-là. Puis pour moi, je pense que c'est important que vous compreniez, que tout le monde comprenne pourquoi je suis allé là. Puis la raison pour laquelle je suis allé en Norvège, c'est que, moi, je crois fermement, comme François Gagné l'a dit lors de l'épisode 95, là, que pour être dans les meilleurs, tu dois apprendre des meilleurs. Moi, je ne suis pas un coach en tant que tel, fait que c'est pas une question de moi devenir meilleur, mais c'est en allant parler avec les meilleurs chercheurs au monde, en allant voir les meilleurs dans le monde, c'est-à-dire un des pays qui performe le mieux, donc les Norvégiens, en parlant de mes collègues qui sont là-bas, qui sont impliqués dans le développement des entraîneurs avec le comité olympique norvégien, ça me permet d'avoir une idée des dernières tendances puis de savoir un peu où est-ce qu'on s'en va. Parce que le lien avec ce que François Gagné disait, c'est que pour devenir une personne talentueuse, bien, ultimement, ça va mieux si tu passes du temps avec des personnes talentueuses. Mais l'autre affaire qui est importante, parce qu'il y a 40 000 conférences à laquelle on peut assister là, comme chercheur, c'est que c'est une des conférences les plus rigoureuses en termes de coaching. Donc, c'est vraiment difficile de pouvoir présenter à cette conférence-là. C'est aussi de haute qualité, critique. Donc, c'est vraiment un groupe de recherche qui se distingue. Donc, il y a un peu moins de monde, il y a moins de monde à la conférence, mais on a un gros accent sur la qualité. Et ce qui est le fun, là, Vincent, avec les conférences comme ça, c'est que c'est là que tu entends parler du bon stock avant que le stock sorte sur le marché. En français, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Ouais. les gens font des études. Avant de publier l'étude scientifiquement dans un journal reconnu, c'est là qu'ils vont en parler. Fait que soit tu vas avoir une conversation de corridor à ce sujet-là, ou bien tu vas pouvoir écouter la présentation qui parle des premières conclusions de l'étude avant que ce soit mis là. Fait que là, tu as une idée de ce qui s'en vient en réalité. Fait que, tout ce qui est sorti en 2025 dans cette conférence-là va être publié probablement en 2026 ou en 2027. Fait que, si tu choisis bien tes conférences, c'est là. Puis ça, j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à garder ça en tête. Donc, d'aller à ces événements-là, c'est quand même intéressant. Non, c'est vraiment intéressant. J'ai eu la chance de participer à un sommet sur la recherche l'année passée, puis juste d'entendre, d'écouter la perspective des différents chercheurs, c'est ça aussi qui est intéressant de voir. Tu sais, parfois on parle d'un même sujet, mais on, on- on a différentes opinions du même sujet. Donc, sérieux, c'est une expérience enrichissante, puis de pouvoir discuter avec les gens aussi, c'est vraiment le fun. Donc, je suis content que tu aies eu un beau temps là-bas. Euh, donc, t'sais, avec ça, y a-tu des ateliers qui t'ont marqué un petit peu plus que d'autres pendant la conférence? Tout à fait. Donc là, moi, j'aime ça faire un debrief complet de chacune des conférences. Fait que non seulement, je prends des notes durant chaque présentation, mais après ça, j'essaie de donner un sens à tout ça. Donc, je crée une carte conceptuelle, là, fait qu'un rassemblement de toutes les conclusions. Puis, si je me penche un petit peu sur cette carte conceptuelle-là, comme je pense qu'un des thèmes principaux de la conférence, c'était l'expertise. Puis, on va revenir à l'expertise pour l'entraîneur, mais une des trouvailles ou un des termes que j'ai entendu pour la première fois, là, puis je ne sais pas si d'autres personnes l'ont entendu, c'est le terme cercle d'expertise. Puis ça, je vais citer le nom de la personne parce que je crois sincèrement que c'est important de redonner le crédit à César ou donner à César ce qui revient à César, comme le dicton le dit. Mais c'est un collègue, là, Sean Williams et ses collègues là, qui ont partagé un peu cette idée-là. Puis l'idée d'un cercle d'expertise, ça vient du travail qu'ils ont fait avec une équipe cycliste de haut niveau. Donc, on parle de haut niveau, on parle du World Tour. Là. Je ne sais pas c'est laquelle les équipes, puis ils ne peuvent pas nous le dire, puis c'est bien correct. Mais l'idée, c'est que chaque athlète avait autour de lui son cercle d'expertise. Puis cercle d'expertise, peut-être au Québec, au Canada, on entend plus le terme équipe de soutien intégré. Équipe de soutien intégré, on a, ça peut être nutritionniste, ça peut être physiologiste, biomécanicien, ça peut être psychologue sportif, ça peut être consultant en performance mentale, kinésiologue, etc. On en a beaucoup, on comprend ce que je veux dire. Donc là, tu te dis, OK, mais qu'est-ce que ça change de l'équipe de soutien intégré, ce que tu viens de me dire là? La grande nuance, c'est que dans son contexte, c'est des athlètes professionnels de haut niveau qui ultimement signent des contrats et qui sont responsables de leur propre carrière. Fait qu'à un moment donné, là, c'est pas à l'équipe nécessairement de dire, ben là, tu devrais comme passer du temps avec ta nutritionniste et tout ça. C'est comme, ben, tu sais, arrange-toi, puis si jamais tu fais pas la job, ben dans un an, on va juste te mettre dehors, puis on va aller pogner une autre personne. Là, c'est moi qui dis ça, c'est pas mon collègue. C'est ma compréhension en parlant avec du monde d'un peu c'est quoi la game au plus haut niveau, tu sais. Et là, le lien que je fais avec ça, puis que je pense qui est intéressant pour les gens qui écoutent le podcast, c'est de dire, ben, je pense que c'est ça notre rôle dans le sport professionnel, ou même quand tu es dans une organisation de haut niveau comme le Cirque du Soleil, par exemple. C'est-à-dire que tu as des athlètes, tu mets des personnes autour d'eux et d'elles disponibles de qualité. Tu vas dire, regarde, nous, là, on te fournit nutritionniste, blablabla. Puis ultimement, toi, ben, tu as accès à ça, c'est à toi de t'en servir selon ta préférence. Mais là, toi, en tant justement que soit conseiller, directeur, peu importe le rôle que tu as là-dedans, si tu es responsable un peu de cadrer ça,
ben, ton rôle, c'est de dire, OK, je vais parler avec l'athlète. Fait qu'on parle de Jonathan ou Valérie. On parle avec Jonathan, Valérie. Ben, Jonathan, OK, là, selon tes performances dans les derniers temps, comme OK, ça va super bien à tel niveau, c'est lequel qui est le facteur limitant là-dedans, puis quelle spécialité pourrait t'aider? Fait que, je pense que là, ça devient intéressant. Mais là, après ça, moi, je repensais à ça, puis j'étais comme, OK, mais tu es un coach, là. Est-ce que tu as ton propre cercle d'expertise? As-tu ton expert de ton sport qui va t'aider à améliorer ta compréhension ou l'actualisation de tes systèmes de jeu? As-tu ton expert en coaching qui va s'assurer que ton langage est adéquat, qui va s'assurer que tes méthodes de planification sont adéquates? As-tu ton expert sur peut-être ta propre santé personnelle, donc ton consultant en performance mentale, ton psychologue sportif qui s'assure de ton bien-être? Puis je parle de ces trois aspects-là parce que, datant de 2020, les travaux qu'on avait faits avec certains collègues, pour une fédération sportive, ben, on parle d'un modèle en 3 dimensions. Et le modèle en 3 dimensions, c'est que tu as ton sport, tu as la performance, puis après ça, tu as ton bien-être et ton côté humain. Ben, si on fait le parallèle avec le coach, ben, je trouve ça super intéressant. Puis j'ai travaillé avec un client de hockey là, de 2020 à 2024. Puis lui, tu sais, ben, je faisais partie de ce rôle-là pour être comme l'expert mentor comme planification, coaching qui était avec lui. Mais de son côté, lui, il avait son expert de hockey. Puis il était là pour le challenger sur son système de jeu. Puis il faisait juste comme l'appeler. Boum, il était là. Puis il y en avait un autre plus sur son côté humain qui avait vécu un peu la même carrière, que c'était plus comme son ami. Puis c'est pas nécessairement tous des experts que tu payes nécessairement. Mais je pense que ça, d'avoir comme ton cercle d'expertise autour de toi, c'est vraiment important comme professionnel numéro un. Mais deux, après ça, comme de dire, OK, est-ce que je l'offre à mes athlètes? Puis dans le contexte professionnel, comme je pense pas que tu peux obliger les athlètes à dire, OK, tu vas travailler avec notre consultant en performance mentale. Puis il y a d'autres enjeux là, si on rentre dans ce côté-là. Mais tu peux leur dire, ben, comme minimalement, tu dois te servir peut-être de 2 experts qu'on met à ta disposition par année parce qu'on assume qu'il devrait y avoir au moins 2 aspects que tu as besoin de travailler. Tu sais. Puis le point avec ça, c'est l'idée de cercle d'expertise, puis de le faire sur demande parce que, je parlais avec 2 personnes qui sont dans le milieu médical de haut niveau. Puis, tu sais, on s'en va vraiment vers des équipes de soutien intégré individuelles dans le sport professionnel. Puis, en bout de ligne, je peux pas, tu sais, on l'a vu là, avec des histoires de Kevin Durant qui a son propre médecin puis qui a ses propres trucs. Mais on ne pourra pas tant imposer les spécialistes de l'équipe. Mais ce qu'on peut faire, c'est de les mettre à disposition. Puis ça, moi, ça m'amène à un autre point. Puis, quand on parle de l'environnement des entraîneurs aussi, puis si on est un directeur général, si on est un directeur des sports dans une université, mais qui est-ce que tu mets à disposition pour tes entraîneurs dans ton environnement quotidien? Puis ça, ce qu'on sait, puis ce que mes travaux ont démontré, c'est que tu ne peux pas obliger un coach à travailler avec un mentor. Tu ne peux pas obliger un coach à travailler avec un accompagnateur. Puis ça, c'est vrai pour moi, puis n'importe quelle personne. Tu ne peux pas. Mais par contre, tu peux mettre des gens à disponibilité avec différents types de compétences, avec différents types de personnalités. Et là, après ça, le coach, il va peut-être le demander puis solliciter les besoins de cette personne-là. Ça, je pense que c'est vraiment important. Puis ça, pour moi, c'était une conversation des plus intéressantes. Puis ça a d'ailleurs été la première. Tu sais, probablement que j'étais frais et dispo pour la conférence, mais d'être assis là puis d'avoir ce débat-là. Puis ce qui était intéressant, ça, c'était un atelier. Puis ça, c'est ce que j'aime. Quand tu as un atelier, tu avais des personnes du comité olympique norvégien qui étaient là, tu en avais qui étaient de la fédération de soccer de la Norvège. Je pense que tu avais mettons, des personnes de la Suède également. Puis tu avais aussi, mettons, plein de chercheurs. Fait que c'était quand même vraiment un bon melting pot de débat puis de challenge par rapport à cette idée-là en général. Non, super intéressant, Frank. J'ai l'impression que tu as vraiment apprécié cette recherche-là. Y avait-tu d'autres recherches? On parle de cercle d'expertise, là, puis d'essayer d'améliorer certains aspects de nos pratiques. Mais de ton côté, est-ce qu'il y avait plus de recherches, d'autres recherches qui t'ont invité à revoir certaines de tes pratiques en coaching ou en formation? Oui, tout à fait. Il y a un de mes collègues, puis c'était ma découverte un peu de cette conférence-là, là, puis c'est un de mes collègues, Edward Hall, là, qui est je crois, en Angleterre. Là, je ne connais pas exactement la géographie. Là. De ça, je sais c'est où l'Angleterre, là, mais je ne sais pas si c'est en Angleterre ou au pays de Galles, je pense en français. Là, je ne suis pas sûr de la section exacte, mais je sais qu'il est au Royaume-Uni, on va dire ça comme ça. Puis il a fait une présentation sur le temps. Puis juste pour dire comment est-ce qu'on ne parle pas assez du temps. Là, tu dis, OK, là, le temps, genre, tu m'apprends rien, là, le temps, c'est le temps, tu sais. Mais ici, il disait comme on ne prend pas assez le temps, pour faire un mauvais jeu de mots, j'ai le droit à une joke de papa, je parle de 3 filles, mais ceci étant dit, on ne parle pas assez de l'importance de ce qu'on fait et le temps que ça prend.
Là, encore vague ce que je viens de dire là, parce que je suis encore en train de digérer un peu tout ce qu'il a dit. Mais l'idée, c'est que le meeting de 13,8 minutes que tu prends, là, est-ce qu'il vaut les 13,8 minutes? Puis quand tu parles, tu sais, dans le monde de l'ingénierie, si on veut, un exemple qui pourrait ressortir, c'est que, OK, tu as un meeting avec 6 ingénieurs. Mettons que les 6 ingénieurs, pour faire des mathématiques simples, sont payés 100 de l'heure. Ton meeting dure 1 heure. Mais ce meeting-là, tu as tes 600 pièces. Mais si tu es dans la LCF, donc la CFL, tu es dans la NHL, le meeting va clairement coûter plus que 600 pièces si tu fais un meeting d'1 heure avec tous les gens qui sont en place. OK? Donc, assumons ça, mais revenons à l'exemple de 600 Mais est-ce que le 600 que tu as investi pour l'heure que tu as mis vaut vraiment le 600 sur la performance ultimement de ton équipe? Ça, c'était pas nécessairement le point de mon collègue, là, Edward Hall, du Royaume-Uni, mais c'était de dire que quand on est dans le coaching, puis particulièrement dans le sport de niveau, on veut tellement gagner qu'on est prêt à passer beaucoup de temps dans nos bureaux. Et son point, c'est qu'on ne parle pas assez du temps. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les athlètes et les entraîneurs soient davantage engagés dans un meeting ou d'une rencontre et dans le fond, que le meeting ait l'air de passer plus vite? Parce que tous les meetings durent 1 heure, mais ce n'est pas tous les meetings qui ont l'air de durer 1 heure. Il y en a qui ont l'air de durer 3 heures, il y en a qui ont l'air de durer 15 minutes. Sa question, c'est pourquoi? Fait que ça, c'est bien. Ça, c'est pas au coach puis au monde du terrain de répondre à cette question-là, mais ça te donne le genre de question. Et l'élément numéro 2 par la suite, c'est de dire, OK, mais mon meeting de 13,8 minutes, là, est-ce qu'il a été optimisé puis ça a été vraiment un bon investissement de temps? Puis est-ce que je devrais rallonger tout ça? Puis un autre de mes collègues, tu sais, qui parle souvent de l'idée, puis là, moi aussi, j'en parle beaucoup, de dire, OK, avant de faire un meeting d'1 heure et quart, là, fais donc un meeting de 15 minutes efficace. Quand tu auras un meeting de 15 minutes efficace, bien là, enchaîne avec un meeting de 30 minutes. Puis je pense qu'il y a bien des gestionnaires qui pourraient apprendre de ça. Non, absolument. Je pense que ce que je retiens de ce que tu viens de dire, c'est trop, c'est comme passer. Donc, c'est de trouver un juste équilibre puis de rendre chaque rencontre utile. Ouais. Est-ce qu'il y avait Si tu me des permets, apprentissages concrets? Ah ouais, ouais. ouais, ben, si tu me permets, en fait, je ferai une autre tangente là, sur ça. J'ai oublié un élément que je voulais dire. Une autre présentation que j'ai trouvée super intéressante, c'est celle-là sur l'expertise de mon collègue Michael Ashford, qui est également au Royaume-Uni. Puis, dans le fond, pour vous mettre en contexte, là, je pense que c'est relativement public. Il a travaillé avec des entraîneurs des académies de soccer de la Premier League. Donc, on parle de très haut niveau encore une fois. Généralement, je pense que il disait, c'est comme ça c'est dans mes mots à moi, mais c'était la prochaine génération. Donc, des entraîneurs qui sont tout juste en dessous de la Premier League, qui sont comme dans les dernières années des académies des équipes justement européennes, donc anglaises dans son cas à lui. Puis l'idée, c'était que l'expertise d'un coach, eh bien, c'est situationnel et c'est contextuel. Là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas à cause que tu es un expert au soccer en Angleterre que tu es un expert au soccer au Québec ou au Canada ou en France. Parce que le contexte n'est pas le même. Les mœurs, la compréhension, le langage n'est pas le même. Le contexte, c'est tout ce qui est autour un peu du sport puis qui a une influence sur la compréhension du sport. Fait que ça, c'est quand même vraiment important. Situationnel, c'est que tu peux être un expert dans un certain rôle comme entraîneur adjoint dans une équipe de la Premier League pour les rentrées de touche. Mais ça se peut que tu ne le sois pas si tu es un entraîneur des rentrées de touche dans un niveau de l'académie. Donc, ça, c'est important. Mais là, l'élément là-dedans qui était super intéressant, je disais, ben, tu sais, ton expertise, elle est coproduite. C'est-à-dire que toutes les personnes qui deviennent expertes, généralement, ne sont pas juste devenues experts en silo. Il y avait du monde autour. Ce qui fait un lien avec le concept de cercle d'expertise que je parlais il y a quelques instants. Puis que cette progression-là de l'expertise se fait en 3 étapes. Parce que, ou pas nécessairement 3 étapes de progression d'expertise, mais ta progression comme entraîneur va se faire comme en 3 grandes étapes. La première, quand tu rentres en poste dans une académie de la Premier League ou dans une équipe de la Premier League, selon ses conclusions, c'était que tu vas commencer par te préserver. Avec la première étape, c'est je m'auto-préserve. Puis pensons-y, là, je suis sûr que si tu écoutes ce que je dis en ce moment, là, puis comme tu as été coach là, comme au niveau midget, là, si je ne me trompe pas, là, donc pour les moins de 17-18 ans, tu sais, comme tu rentres, tu veux juste faire ta job, puis t'arranger que tu peux garder ta job pour la prochaine année. Fait que tu essaies juste de survivre. Fait que la première étape, c'est l'étape de survie. La deuxième étape, c'est là qu'une fois que tu as survécu, tu sais que tu es capable de ta place, sur ton contrat, tu vas continuer. Et là, c'est comme, il parle de l'étape d'apprentissage obsessif. Donc, tu apprends, tu essaies d'accumuler des connaissances. Fait que probablement qu'il y a bien du monde qui écoute la conversation en ce moment qui sont drettes là-dedans. Puis là, le troisième, c'est là que quand tu es rendu assez avancé dans ta carrière, puis que tu sais que tu fais un bon travail,
tu peux comme flipper puis vraiment devenir, tu es là pour soutenir tes athlètes. Fait que là, concrètement, ce que les gens devraient garder en tête, puis moi que je leur envoie comme question, c'est de dire où est-ce que tu penses que tu te situes là-dedans? Es-tu en train de survivre? Es-tu en train d'apprendre de façon obsessive ou tu es rendu au point de vraiment t'améliorer pour mieux soutenir les athlètes? Puis c'est correct, là. Tu sais, avant d'être vraiment 100% focus sur les athlètes, tu veux t'assurer de garder ta job. Puis il y a tellement de pression dans le coaching de haut niveau que c'est normal que tu le vives là puis que tu penses à survivre. Si tu le fais au prix des autres, donc ça, il y a des gens, quand ils sont dans une situation de stress, ils vont comme tellement survivre qu'ils vont essayer ils vont créer du dommage aux autres. Ça, c'est un autre enjeu. Mais je pense qu'il y a moyen de survivre puis d'apprendre sans créer de dommage aux autres et surtout aux athlètes. Ah, c'est absolument. Puis lors de la conférence, y avait-tu différents apprentissages concrets que tu aimerais que nos auditeurs retiennent de ton expérience? Oui, je pense qu'il y a un collègue qui a parlé beaucoup de garder ses adjoints imputables, que ça devient vraiment important. Donc, c'est-à-dire que quand tu fais une activité, là, de toujours avoir un loop-in puis un loop-out. Fait que loop-out, c'est de finir l'activité que tu fais avec tes adjoints puis de leur dire, OK, qu'est-ce que tu vas mettre en pratique à partir de ce qu'on a discuté? Mais là, après ça, si tu lui as dit, OK, ben la prochaine fois que tu parles, tu fais des rentrées de touches, je veux que tu utilises juste un langage positif. On revient à l'exemple de karaté tout à l'heure. Ben là, tu fais le loop out, tu l'amènes à dire qu'est-ce que tu vas faire avec ça. Ensuite de ça, quand il revient, la prochaine fois, tu dis, OK, comment ça a été le langage positif la dernière fois? Fait que de toujours tenir tes adjoints et tes adjointes imputables de la situation en faisant un loop-in puis un loop-out. Fait que loop-out, c'est que tu prends le matériel, tu le sors à l'extérieur du meeting. Puis un loop-in, c'est que tu prends le matériel puis tu le ramènes dans le meeting. Fait que toujours faire ça, ça peut être bien. Rapidement, la Norvège, tu sais, c'est souvent cité comme un modèle dans le monde du sport et le développement des entraîneurs. Euh, Si tu peux me donner différentes pratiques que tu as observées sur place qui pourraient inspirer nos entraîneurs ici, puis comment ils peuvent appliquer ces leçons-là? Euh, je ne sais pas si j'ai tant de pratique de mes conversations que j'ai eues. Ce que j'ai réalisé là-bas, là, puis tu sais, j'ai réalisé qu'ils ont un peu le même problème que nous. En fait, ils ont les mêmes problèmes que nous, que ce soit au niveau de Ah la oui? nutrition, de la pression psychologique. Fait que ça, c'est quand même intéressant. Tu sais, comme ils ont des problèmes de. Il y a peut-être. J'ai pas entendu autant de commentaires sur le harcèlement psychologique, mais de ce que j'ai entendu, il y a une grande pression de performer. Et donc, pression de performer vient avec une pression psychologique, bien entendu. Et ça, c'est du monde qui veulent gagner, puis sont très fiers de gagner les Jeux olympiques d'hiver. Bien, tu sais, c'est sûr. L'autre affaire que j'ai remarqué, puis ça sera ça, c'est peut-être pour un autre épisode, là. Mais ce que j'ai senti aussi, c'est que le monde écoute la fédération. Comme le monde écoute les leaders. Comme le monde écoute les experts. C'est comme dans la région de l'Outaouais, dans les derniers jours, ils ont fait un changement de règlement au niveau du hockey mineur, là, puis je ne me rappelle plus exactement c'est quoi le changement de règlement, là. Mais en bout de ligne, c'était comme ça a été basé sur des études qui ont démontré que ça a fonctionné. Avant de faire le changement, il y a eu des projets pilotes. Donc, ils l'ont essayé avec des fédérations sportives ici et ailleurs, dans d'autres pays. Ça fonctionne. Puis là, on le met en place, puis le monde est fou. Attends un peu, là. Tu as des études, tu as des experts, tu as des expériences qui te montrent que ça marche, puis ton premier regard, c'est comme, ben là, ils ne nous ont pas consulté, nous, les parents. Je comprends là, que les parents ont un rôle, mais on peut s'écouter les gens de la fédération puis les gens qui ont développé une expertise. Puis là, ça fait un lien avec le dernier commentaire. Mais je pense qu'il faut se poser des grandes questions sur le système de compétition au Québec, au Canada, dans la francophonie, comme dire, est-ce que nos systèmes de compétition sont propices à tout ça? Et avant d'enchaîner pour le prochain segment, je pense que on va se rediriger vers un petit mot de nos partenaires de cet épisode de Temps d'arrêt. Après combien de temps peut-on se dire qu'on est excellent en dessin, en cuisine ou en sport? Comme vous le savez très bien, ça prend au moins 10 ans à se former et à se perfectionner pour devenir un expert ou une experte. C'est pourquoi je fais affaire avec Mador Hamel quand il est question de décisions financières. Mador Hamel, c'est un cabinet d'assurance avec permis en fonds communs de placement auprès d'Investia Services financiers. Leur équipe a accompagné des centaines de personnes et gère 170 millions de dollars en investissement pour des particuliers et des organisations depuis 2001. Par exemple, ils travaillent avec des dirigeants d'entreprise, des médecins et diverses organisations de partout au Canada
grâce à leur licence de pratique dans plusieurs provinces. Mais à mon avis, c'est pas juste leur expérience pour vrai qui les rend excellents, c'est aussi le fait qu'ils agissent comme des coachs financiers. Depuis 2011, j'ai vu cette expertise-là à l'œuvre pour ma propre famille, honnêtement. Grâce à leur approche, on a pu acheter notre maison idéale en 2019, réaliser un projet d'aménagement majeur en 2022, tout en préparant solidement notre fonds de retraite. Mais au-delà des résultats, leur plus grande valeur, là, je le disais, c'est comme être un coach, c'est le conseil et l'accompagnement dans la prise de décision. Comme un coach, il t'empêche de commettre des erreurs quand tu dois gérer tes émotions dans le feu de l'action, que ce soit quand ta vie change ou qu'il y a des fluctuations sur les marchés. Personnellement, ce que j'apprécie particulièrement, c'est qu'ils investissent vraiment pour les personnes avec qui ils travaillent. Leur slogan, c'est d'être des conseillers de vraie vie et je peux vous dire que c'est le cas. Ils ne prennent pas juste des clients pour prendre des clients, ils te prennent quand tu es rendu là dans ta vie et qu'ils peuvent vraiment t'aider en faisant des analyses honnêtes de tes décisions financières. Alors que tu vas y acheter une maison, payer les études de tes enfants, structurer ton fonds de retraite comme travailleur indépendant ou travailleur à contrat, ou investir pour ton organisation, je t'invite à prendre ton premier rendez-vous gratuitement via le madoramel.com et mentionner Coach Frank. Quand on magasine de l'équipement de fitness, on fait souvent face au même dilemme. Soit c'est des prix abordables, mais c'est pas très solide ou fiable. Soit c'est de qualité, mais ça coûte une fortune. C'est exactement le défi que je vivais quand j'étais copropriétaire d'un centre d'entraînement pour athlètes. C'est à cette époque que j'ai connu FEO.ca, Fitness l'entrepôt de l'Outaouais. Depuis près de 30 ans, ils ont trouvé la formule parfaite. Pas compliqué, fournir de l'équipement de qualité à prix abordable. C'est pas trop demandé, c'est exactement ça qu'ils font. Ils peuvent répondre à tous les besoins en équipement parce qu'ils opèrent avec une division commerciale et une division résidentielle, offrant ainsi une gamme complète d'équipements de cardio, de musculation, de réhabilitation, de yoga, de pilates, de boxe, de MMA et de suppléments nutritionnels en veux-tu, en v'là. Donc, en 2017, en tant qu'ancien joueur de football qui se respecte, je voulais m'acheter justement un rack à squat pour mon entraînement à la maison. Mes critères étaient clairs. Il fallait que ce soit stable quand il y avait 300 livres sur la barre, puis que ça ne commence pas à shaker de partout, puis que ce soit durable à un prix qui fait du sens. Eh bien, le rack que l'équipe de FEO.ca m'a recommandé répond encore parfaitement à ces critères-là aujourd'hui, 8 ans plus tard. C'est encore mon équipement de prédilection dans mon sous-sol. Un rack, une barbell, de la fonte. On n'a pas besoin de plus que ça dans la vie. D'ailleurs, leur expertise parle d'elle-même avec des partenariats établis avec la Défense nationale, 25 écoles et universités, plus de 30 hôpitaux et des dizaines d'organisations gouvernementales qui ont tous choisi FEO pour leurs besoins d'équipement. Cette confiance-là par plusieurs institutions confirme, à mes yeux, qu'ils offrent vraiment le meilleur rapport qualité-prix sur le marché. FEO.ca reconnaît aussi l'importance des premiers répondants en leur offrant des rabais spéciaux. Donc, si ça vous concerne, allez-y. Pour toutes les autres personnes, visitez FEO.ca et utilisez le code promo COACH pour profiter de 10 de rabais sur tous leurs équipements. Les produits en liquidation sont exclus de cette promotion. Donc maintenant, on va passer au segment qu'on appelle innovation pour l'instant, mais qu'on va trouver un nouveau nom éventuellement. Comme c'est la première fois qu'on fait ce segment-là ensemble, le but, c'est vraiment de parler des dernières expérimentations, de répondre aux questions de notre auditoire, de parler de l'actualité, de différents enjeux dans le sport, dans la science du coaching. Donc, Frank, on a une question de l'auditoire que je trouve très intéressante. Si j'avais un abonnement à prendre, lequel des logiciels est-ce que ça serait? Pour mettre en contexte, si on parle bien des logiciels d'intelligence artificielle? Oui, excuse. Oui, absolument. Donc, tout ce qui est intelligence artificielle pour qu'est-ce qu'on devrait utiliser là, pour commencer? Parfait. Donc, premièrement, avant de rentrer dans le vif du sujet, on a décidé, toi et moi, qu'on parlerait régulièrement d'intelligence artificielle. Je ne pense pas qu'on veut s'engager à dire qu'on va en parler à chaque épisode, mais ça fait partie de l'actualité. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions par rapport à ça. Donc, oui, on va en parler, mais je n'ai pas la prétention de dire que je suis un expert sur le sujet puis que je suis à l'avant-garde de la société par rapport à ça. Je participe à un projet de recherche sur l'intelligence artificielle, un projet de recherche sur l'utilisation de la réalité virtuelle également. Mais ce que je vais vous dire là, c'est davantage par rapport à mes lectures puis mes expérimentations, parce qu'il y a un de mes collègues proches qui m'a dit, tu sais, comme, on commence par où là, dans tout ça? Donc, ça, c'est pas la même personne qui a posé la question, mais juste préfacer de dire ça que j'ai vraiment pas la prétention d'être
comme un expert mondial, mais avec vous, avec toi, comme on va expérimenter, on va lire, puis on va trouver une solution qui peut être utile pour n'importe qui est dans le monde du sport. Ceci étant dit, maintenant, si j'avais un abonnement à prendre, lequel des logiciels d'intelligence artificielle est-ce que j'utiliserais? Moi, personnellement, j'utilise Claude. Parce que, comme Diane Culver l'avait mentionné dans un épisode il y a plusieurs temps, Claude est vraiment bon pour faire une analyse du texte, prendre le sens de la conversation si tu transmets une transcription ou des choses comme ça. Puis, il est vraiment bon pour mettre une séquence. C'est ce que moi, je trouve. Donc, pour le texte et pour le codage, c'est excellent. Quand je parle de comparer, puis quand tu me dis cette question-là, moi, la personne, elle voulait comme une intelligence artificielle générative, donc une intelligence artificielle, un IA qui peut t'aider pour plein de tâches dans le quotidien, là, je crois. Donc, il y en a trois gros principalement. Il y en a d'autres, là, il y en a plein là, de dérivés d'intelligence artificielle, mais il y a Claude, Gemini de Google, puis ChatGPT de OpenAI. Claude, super intéressant quand tu le cadres par les projets, mais tu atteins rapidement ta limite de demande. Donc, ils mettent, chaque fois que tu fais une demande dans une intelligence artificielle, ça utilise de l'énergie, des tokens, donc des jetons. Eh bien, à un certain point, tu les utilises, puis plus tu en utilises, plus ça demande de ressources à la compagnie qui a bâti ton intelligence artificielle. Donc, eux, ils vont monétiser ça adéquatement. Claude, tu atteins la limite rapidement, même avec la version payante, mais il est excellent pour tout ce qui est codage, tout ce qui est analyse du texte. Donc, si tu as beaucoup à travailler dans ce domaine-là, je pense que c'est intéressant. De l'autre côté, on a Gemini et ChatGPT qui sont plus similaires dans le sens que c'est deux intelligences artificielles, selon mes expériences, qui sont très, très polyvalentes. C'est-à-dire que tu peux leur demander de générer un plan d'affaires, puis il va te générer un plan d'affaires qui a de l'allure. Tu peux leur demander de générer une image, puis ils vont le faire. Puis même avec Gemini de Google, tu peux même aller vers la version qui s'appelle Notebook, puis l'amener à générer une vidéo. Donc, une fois que tu as ça, tu vois que Gemini est très puissant. Moi, si on veut davantage comprendre la société, puis que, mettons, tu veux dire, analyse les tendances sur le web ou quels sont les langages utilisés par les jeunes de 22 ans et moins, mettons que tu es préoccupé par ton langage comme entraîneur, comme je le parlais dans l'exemple au début de l'épisode, mais je pense que Gemini peut être plus utile parce que ça vient de Google. Google veut aussi dire invasion de ta vie privée, c'est-à-dire récolte toute l'information que tu peux pour bien connaître le monde, pour après ça vendre la meilleure pub puis faire de l'argent avec les pubs. Et je rappelle, Gemini est très puissant. Mais si tu l'utilises, il faut que tu sois conscient que c'est sûr que Google utilise ton information pour entraîner ses modèles de publicité pour après ça devenir meilleur. Fait que si pour toi, l'enjeu de la vie privée, tu es peut-être mieux d'aller vers un Claude là, de ce monde parce que ChatGPT n'est pas exactement la même chose. Leur modèle est complètement différent de Google, mais ChatGPT est très polyvalent. Donc, nous, on s'est servi de ChatGPT dans l'écriture d'un chapitre de livre pour faire une étude de cas. Donc, présenter ce qu'un des coachs avait vécu. Et on s'est servi de ChatGPT pour le faire selon un protocole standardisé et reconnu par la science. Là. On veut toujours faire un protocole rigoureux. On n'a pas juste dit ChatGPT écrit une histoire, même si ChatGPT pourrait très bien le faire. Et puis, ChatGPT était vraiment créatif. Donc, quand tu parles de créativité, quelque chose de plus artistique, moi, j'irais vers ChatGPT. Quand tu veux plus parler de tendance et tout ça. Donc, si tu es un entraîneur, tu fais des plans, je pense que Gemini peut être plus intéressant, plus facile aussi à relier avec les dossiers, même si Claude, tout récemment, Claude vient d'avoir la fonction de créer et d'éditer des documents comme des Excel puis des documents Word, ce qui peut être très intéressant pour des entraîneurs. Fait que moi, je vais rester avec Claude pour l'instant pour la majorité de mes tâches, mais j'utilise Gemini et ChatGPT au besoin. Je prends les abonnements gratuits, puis j'invite les gens à faire de même parce que une règle qui est aucunement scientifique, mais qui est quand même valable à mes yeux, c'est de dire que faut que tu passes 10 heures dans un nouveau logiciel ou dans une matière pour avoir une idée un peu de comment ça fonctionne. Fait que tu sais, gosse dans un de ces trois-là pendant 10 heures, et éventuellement, je pense que ça peut quand même être intéressant. Ouais, donc ce que je retiens, c'est d'expérimenter, puis de voir ce que tu préfères selon tes besoins là, à toi en tant qu'entraîneur, dirigeant sportif ou autre. Mais tu sais, ça a l'air tout beau, là, ça a l'air beau tout ça, mais ça doit pas toujours être parfait, là, l'intelligence artificielle. Donc, est-ce qu'il y a des effets pervers? Tout à fait. Je me suis amusé, là, comme j'ai dit, dans les dernières semaines, à jouer avec des transcripts. J'ai eu accès à des fiches là, de contenu sur Internet. J'ai révisé les transcriptions de certains de mes épisodes. J'étais voir à quel point c'est bon pour synthétiser l'information. J'ai fait la même chose avec des articles scientifiques. Puis, on peut voir qu'il y a des erreurs. Je te dirais que
pour faire une job moyenne, ça fait une bonne job moyenne. Mais si tu as besoin de précision puis d'être sûr à 100% de ce qui a été fait, comme faut vraiment faire attention. Je vais donner un exemple concret. L'épisode 137 de Temps d'arrêt, quand tu demandes de faire un résumé, il va, en tout cas, le résumé que moi j'ai fait faire, là, comme il va te parler de bio-banding. Fait que bio-banding, là, c'est une stratégie qui est utilisée dans le développement des athlètes, c'est-à-dire au lieu de se fier à l'âge, on se fie à la poussée de croissance de l'athlète pour savoir il va être dans quelle catégorie. Longue histoire courte, quand tu fais un contrôle F, la transcription de l'épisode 137, contrôle F, on recherche les mots qui ont été dits, tu vois le mot bio-banding une fois. Une fois. Sauf que quand tu demandes un résumé à ChatGPT ou à Claude, c'est comme si bio-banding, ça avait été au cœur de la conversation avec Daniel Fortin-Guichard, alors que ce n'est pas le cas. Et ça, pour moi, c'est révélateur. Ça veut dire que oui, il y a des fonctions intéressantes, mais je ne suis pas encore sûr que la fonction résumée ou d'interpréter, c'est si valable que ça parce qu'il y a des conversations qui vont être détournées et tout ça. Fait il faut comme faire attention puis de s'assurer de le filtrer. Puis on va en parler un peu plus dans un prochain épisode parce que je pense que ça vaut la peine de plonger dans l'intelligence artificielle. Mais la fonction d'édition, de vérification, ça devient très important. Puis je pense qu'il faut être critique par rapport à ça. Puis c'est pour ça que moi, en tant que chercheur et scientifique du coaching, là, si on peut dire ce terme-là, je ne peux pas juste me fier aux résumés qu'ils vont faire. Tous les articles que je vais citer dans mes travaux, je dois les avoir lus parce qu'il y a des affaires qui vont être twistées ou insérées juste parce que le but de l'IA, c'est de prédire le prochain mot. Puis ça, quand ils prédisent le prochain mot, ben, il y a quand même certaines erreurs. On ne comprend pas encore tous les mécanismes avec la nouvelle génération de ChatGPT 5, mais en tout cas, c'est les effets pervers. Donc, ça peut amener des résumés qui sont biaisés, des interprétations qui sont erronées. Une autre affaire, j'ai demandé à une intelligence artificielle qu'on appelle Sight AI, le point intéressant, je pense, pour les entraîneurs puis les dirigeants. Fait de la revue de littérature rapidement. Puis tu lui demandais, mettons, qu'est-ce qui se passe au niveau de la cohésion des équipes ou qu'est-ce qu'on peut faire pour maximiser la cohésion des équipes? Puis moi, je prends ça, là, pour les gens qui se posent la question, pour m'orienter dans mes lectures. Fait que ça me part avec un résumé, ça me dit Rivet et collègues 2025 ont fait une étude, je vais aller lire l'étude, Rivet et collègues. Je ne vais pas me fier pour du cash à ce qu'ils disent. Puis le point avec ça, puis la preuve qu'il ne faut pas se fier pour du cash, il disait pour maximiser la cohésion d'une équipe, tu pourrais participer à des événements. Puis j'étais comme, OK, je vais aller voir ça. Qu'est-ce que ça veut dire par participer à des événements? Mais c'était une étude qui avait été faite en administration du sport, puis qui disait que dans une organisation sportive, ben, il faut faire des événements, puis que de faire des événements, ça fait que c'est bénéfique pour l'organisation. Et je dis là, on n'est pas dans maximiser la cohésion d'une équipe de hockey ou une équipe de football. On parle de sport management, on ne parle pas de coaching. Fait que ça, si tu vois qu'il y a encore des défauts puis qu'il y a des extrapolations qui sont faites, donc on part d'un sujet, d'une étude, puis on l'amène à vouloir dire quelque chose qu'elle ne veut pas dire en bout de ligne. Oui, puis je pense que c'est super intéressant. Puis l'intelligence artificielle donne vraiment beaucoup d'opportunités. Mais tu l'as dit, il ne faut pas tout prendre pour du cash. Je pense qu'il faut expérimenter. Puis faire des essais-erreurs, mais essayer de pas trop faire d'erreurs non plus. Là, parce qu'à la fin de la journée, on a une équipe à diriger, une équipe puis des athlètes à aider. Là. Tout à fait. Il faut vérifier nos affaires. Euh, faut vérifier nos affaires. ben, absolument. Puis ben, l'épisode tire à sa fin, coach. Mais là, par le temps que nos auditeurs vont écouter cet épisode-là, la semaine des entraîneurs va être terminée. Mais je pense sincèrement que c'est une opportunité pour nous de dire merci à nos coachs. Donc, est-ce que tu avais un mot là-dessus? Ben, tout à fait. Puis oui, on va dire beaucoup merci aux entraîneurs, mais moi, j'aimerais ça qu'on dise merci à tous ceux et celles qui aident à créer un sport meilleur. Donc, je fais un lien avec Better Sport, ma mission centrale à ma vie, en dehors de ma famille, parce que je crois qu'un sport meilleur amène un monde meilleur, puis un sport qui est bien fait. Puis il y a plein de monde qui sont là autour des entraîneurs pour les aider. Donc, merci à tous les conseillers au développement des entraîneurs, à toutes les personnes ressources du PNCE. Merci à Sport Québec, l'Institut national du sport du Québec, l'INSEP en France, Coaching Association of Canada. Merci à tout le monde qui est là pour soutenir les coachs. Puis, je pense qu'on devrait aussi parler des conjoints puis des conjointes des entraîneurs qui ont à tolérer le rythme de vie du coaching qui est vraiment difficile, ayant vécu moi-même. Donc, je veux dire merci à tout ce monde-là. Puis, certainement, merci aux entraîneurs également. Là-dessus, tout à fait. Donc, j'invite tout le monde, ça met un terme à l'épisode. Et puis, j'invite tout le monde à s'abonner, bien entendu, au podcast si vous avez aimé la conversation d'aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus, puis avoir des primeurs sur mes lectures, les idées que
je gratte ou que j'approfondis. Donc, je vous invite à vous abonner à l'infolettre sur le site web et ainsi à me suivre, Coach Frank PhD, sur tous les médias sociaux. Merci à tout le monde d'avoir été là pour un autre épisode de Temps d'arrêt. Et puis, on se dit à la prochaine. À toutes les auditrices et tous les auditeurs, merci d'avoir été là. Et vous qui êtes passionnés par le sport et qui cherchez constamment à atteindre l'excellence, j'ai une invitation exclusive pour vous. À tous les mois, j'envoie une infolette que vous trouverez nulle part ailleurs. À l'intérieur, vous avez l'accès prioritaire aux conclusions de mes recherches, aux articles les plus percutants que j'ai consultés récemment, à mes réflexions, aux idées avant-gardistes que j'explore, que ce soit sur l'intégration de l'intelligence artificielle dans le sport, dans le coaching, ou bien dans les nouvelles méthodes d'enseignement et de pédagogie. C'est comme avoir une conversation privilégiée avec moi et mes collègues qui produisent du bon stock, où je vous guide à travers les idées qui façonnent l'avenir du coaching et du sport avant que ce soit répandu. Plus de 500 entraîneurs, leaders sportifs, dirigeants et consultants en performance reçoivent déjà ces réflexions exclusives. Alors, si les conversations de Temps d'arrêt vous inspirent et que vous voulez rester à l'avant-garde, rejoignez ce groupe select de leaders sportifs. Pour vous inscrire, rendez-vous sur coachfrankphd.com ou suivez le lien dans la description. Merci d'être avec moi dans cette quête de l'excellence sportive et on se retrouve au prochain épisode.